Ce soir commence un cycle de conférences que nous avons, enfin de rencontres-débats, que nous avons conçu avec l'université de, alors son nouveau nom c'est Paris-Nanterre, et l'université de Paris 7. Ce sont des rencontres qui seront chaque fois animées par deux intervenants et auxquels s'ajoutera un médiateur. Le principe de ces conférences qui vont suivre un cycle... Comment ? Non. Le principe de ces conférences, il y en aura 3 cette année, puis ça va se continuer dans les années qui suivent, c'est de ne pas aborder un auteur directement, mais d'aborder une thématique de l'époque romantique, en gros, de façon à ce qu'on n'entre pas dans des discussions de chapelle, chacun considérant que l'auteur sur lequel il travaille ou auquel il est attaché est le plus clair. Alors, je présente Alain Vaillant, que je remercie tout particulièrement parce que c'est le directeur du CSLF, Centre des sciences de littérature en langue française. Voilà, avec qui nous avons bâti ce projet. Agathe Novak-Chevalier, enfin le modérateur est arrivé, donc voilà. C'est bon ? C'est bon, merci. Pardon. D'accord. Bien. Donc je m'apprêtais à faire une introduction sur le cycle annuel de rencontres-débats, mais je vois que ça a déjà été fait. Je pense que quand nous avons commencé à parler de cette séance qui allait être consacrée au lien entre histoire et politique au début du XIXe siècle, on ne pensait pas à l'époque à quel point nous tomberions en plein dans une actualité brûlante. Mais justement, on a beaucoup parlé à partir de la fin de l'Empire soviétique, de fin de l'histoire. Nous avons à la fois sur le plan international et sur le plan national en ce moment la preuve même que la victoire apparente de la démocratie ne signifiait pas la fin de l'histoire comme l'avait soutenu à l'époque Francis Fukuyama. Reste qu'à l'évidence, dans ce contexte politique, encore une fois national et international extrêmement troublé, nous peinons à évaluer à la fois l'importance et la signification du moment politique que nous vivons, justement sans doute parce que nous sommes bien incapables de l'insérer dans le fil d'une histoire signifiante. Il est sans doute significatif justement que tous les discours politiques actuels fassent un appel incessant aux références historiques, comme à différentes conceptions de l'histoire. Entre la vogue des philosophies déclinistes et le futur désirable auquel on appelle par exemple Benoît Hamon, on voit bien que les manières de concevoir la dynamique historique diffèrent en profondeur et influencent les principes politiques ou à tout le moins la communication politique. Il n'est donc pas exclu, et je m'en réjouis plutôt, que le fait de réfléchir au rapport entre histoire et politique à un autre moment de crise, celui de l'après-révolution, outre le plaisir purement intellectuel que nous pouvons y prendre, puisse avoir une fonction heuristique et nous permettre de mieux comprendre comment nous nous situons dans une histoire longue, celle qui commence à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution. Pour en discuter aujourd'hui donc tous ensemble, nous avons le plaisir d'accueillir 2 spécialistes de ces questions. D'abord Paul Petitier, professeur de littérature du XIXe siècle à l'université Paris 7 Denis Diderot, qui est spécialiste des relations entre littérature, histoire et politique au XIXe siècle. Elle a notamment publié une biographie de Michelet, dont elle a aussi édité l'Histoire de France aux éditions des Équateurs. Elle a, sur des thèmes qui sont proches des nôtres aujourd'hui, publié un petit et passionnant volume intitulé « Littérature et politique au XIXe siècle » et co-dirigé avec Gisèle Séginger un ouvrage collectif intitulé « Temps, rythme, histoire ». Elle dirige aussi, avec Claude Millet, la revue « Écrire l'histoire », dans laquelle elle a notamment coordonné des dossiers consacrés à la fin de l'histoire, au rire de l'histoire ou à l'Uchronie. Et par ailleurs, Bertrand Binoche, professeur de philosophie à l'université Paris 1, spécialiste de la philosophie des Lumières et en particulier des philosophies de l'histoire. Il s'est intéressé notamment à l'élaboration d'une histoire comparée des philosophies en l'ancrant dans une pratique concrète et historiquement située, notamment dans la sphère européenne de 1750 à 1850. Il a publié les 3 sources des philosophies de l'histoire et puis La raison sans l'histoire.
Ces préoccupations sont aussi étroitement liées à une interrogation sur l'historicité, mais aussi à des problèmes politiques, critique des droits de l'homme, naissance de l'opinion publique, exercice des relations du pouvoir au quotidien. Je vais donc leur laisser la parole à l'un puis à l'autre avant de leur poser quelques questions, et puis évidemment, nous vous laisserons la parole à votre tour pour les questions de la salle. Je vous laisse donc dans l'ordre chronologique, plutôt la version 18e d'abord. Je crois que Paul est d'accord. Très bien. Oui, je vous remercie beaucoup pour votre somptueuse hospitalité, surtout que le soleil est là aussi. C'était inespéré. Surtout pour moi, parce qu'en fait, Madame Petitier est une réelle spécialiste du 19e siècle. Et moi, ça excède un peu mes compétences. Mais je vais essayer de faire quelques remarques très rapides. Et avec un plan extrêmement simple, j'espère que vous me pardonnerez d'être si simple, avant la Révolution, pendant la Révolution et après la Révolution. Comment écrire l'histoire avant la Révolution? Si on essayait de résumer les choses très simplement, je pense qu'on pourrait dire, on pourrait énumérer des équations. Pour un homme des Lumières, écrire l'histoire, c'est nécessairement l'écrire en philosophe, parce qu'un homme des Lumières est un philosophe. Je rappelle à tous que c'est en 1765 qu'apparaît le syntagme philosophie de l'histoire. C'est Voltaire, la première occurrence repérée, connue. Écrire l'histoire en philosophe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à l'époque, écrire l'histoire contre les préjugés. Vous allez me dire, c'est très vague, mais ça a une signification concrète extrêmement polémique. Écrire l'histoire contre les préjugés, ça veut dire d'une part dissocier les faits des fables, et notamment des fables religieuses, et deuxièmement dissocier les faits utiles des faits inintéressants. Les batailles, par exemple, c'est pas très intéressant. La question de savoir pourquoi le commerce hollandais est si prospère, ça c'est une question intéressante. Autrement dit, d'une part, il faut traiter les faits. C'est le problème crucial au fond du témoignage, qui est extrêmement important à l'époque, dès la fin du XVIIe. Et d'autre part, il y a le problème de la sélection des faits, ce qui renvoie au problème de la civilisation. Quels sont les faits importants pour écrire l'histoire de la civilisation? Puis alors, évidemment, il y a un troisième problème. Il y a un troisième problème qui est qu'une fois, en tout cas, il faut traiter les faits, il faut les sélectionner, mais il faut aussi savoir comment les exposer. C'est-à-dire comment les présenter, dans quel ordre, ce qui veut dire aussi comment les expliquer. Et là, le point crucial, me semble-t-il, c'est que la réponse est négative. Il s'agit pour les hommes des Lumières d'expliquer les faits avant tout en les soustrayant à cette forme de préjugé qui est la pire, la plus pesante, la plus terrible, la superstition. Essentiellement le christianisme, et encore plus particulièrement le christianisme sous son espèce catholique en France. Soustraire l'histoire à la providence, c'est ça, la providence, c'est-à-dire à la finalité. La providence, c'est Dieu en tant qu'il ordonne, qu'il intervient dans le cours des choses. Autrement dit, écrire l'histoire, c'est l'écrire de telle sorte que Dieu en soit expulsé. Dieu ne gouverne pas les choses humaines. C'est une réponse négative. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, si on reste en France, et Hume, si vous voulez aller en Grande-Bretagne, tous ces gens-là écrivent l'histoire de manière extrêmement différente. Extrêmement différente. Ça tient au fait que les Lumières, c'est une pratique intellectuelle très particulière, qui est une pratique de la coalition. On est d'accord contre l'ennemi, écraser l'infâme. L'infâme, dans l'histoire, c'est la finalité, c'est la providence. Et le point clé, c'est la seule chose que je retiendrai, c'est que pour les hommes des Lumières, il me semble que la question principale en matière d'historiographie, ça a été fondamentalement d'autonomiser le cours historique, de l'émanciper de la mainmise des prêtres. Leur problème, je crois, de ce point de vue-là, le problème numéro un, c'est la finalité. Écrire l'histoire, c'est prendre en charge, trouver un moyen pour prendre en charge l'absence de finalité. Pendant la Révolution. Pendant la Révolution, je crois, c'est une question qui reviendra sans doute tout à l'heure sous diverses formes, que réellement l'événement révolutionnaire a produit une secousse très importante. J'ai absolument pas le temps ici de me demander quels effets ça a eu, comment ça s'est répercuté dans l'écriture de l'histoire en général. Mais je crois qu'on peut dire ceci de manière assez raisonnable. C'est que
ça a quand même produit une sorte de crise des historicités, une crise de la représentation du cours historique, si vous préférez, parce qu'historicité, ça fait un peu jargonnant. Hein. Alors on va dire représentation du temps historique, c'est pareil. Et ce qui se produit pendant la Révolution française, fondamentalement, c'est que les modèles qu'on a pour se représenter le temps historique, ces modèles ne sont plus utilisables. Si on voulait prendre un seul exemple, mais je crois qu'il est admirable, et puis alors il est tout à fait adapté au contexte, c'est l'essai sur les révolutions de Chateaubriand, 1797. On pourrait prendre d'autres exemples. Sénancourt est un auteur très intéressant. Mais Chateaubriand, l'essai sur les révolutions, c'est un ouvrage formidable parce que c'est un ouvrage où se télescope, dans une sorte de chaos impressionnant, des représentations du temps. On voit bien que Chateaubriand essaye de penser la Révolution française, il utilise tous les modèles qu'il a à sa disposition, et aucun ne fonctionne. Vous avez dans l'essai sur les révolutions un chapitre extraordinaire, que je trouve fascinant, qui est le chapitre 55 de la seconde partie. Un chapitre magnifique. C'est un chapitre qui commence sur la question suivante. La question en elle-même n'est pas très originale. Chateaubriand se demande, au fond, quelle est la religion il la formule comme ça. À la fin de cette... Alors il avait écrit une petite histoire de la religion, une petite histoire universelle de la religion. À la fin de cette histoire abrégée du polythéisme et du christianisme, une question se présente. Quelle sera la religion qui remplacera le christianisme? Quelle sera la religion qui remplacera le christianisme? Question donc au futur, question de prédiction historique. Ça suppose une représentation du cours historique. Vous ne pouvez pas répondre à la question si vous n'avez pas une représentation cohérente, quelle qu'elle soit, du temps historique. Et alors, si vous lisez le chapitre, je suis désolé, je ne vous l'ai pas apporté, vous pourrez le retrouver facilement, et puis d'ailleurs, vous le connaissez tous sûrement par cœur. Eh bien, si vous lisez le chapitre, vous verrez que ce qui est formidable, c'est que Chateaubriand envisage exhaustivement, toutes les réponses possibles, c'est-à-dire tous les modèles, tous les schèmes historiques qui sont à sa disposition. L'exemple historique, la perfectibilité indéfinie, le cours cyclique des choses, tout y passe. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est la conclusion de Chateaubriand. Je vous la lis, cette conclusion. Puisqu'on ne saurait rien attendre d'utile, cessons d'interroger des siècles à naître, trop loin pour que nous puissions les entendre, et dont la faible voix expire en remontant jusqu'à nous à travers l'immensité de l'avenir. Qu'est-ce qu'elle dit, cette conclusion? Elle dit que le problème est insoluble. On ne peut absolument pas dire quelle sera la religion qui remplacera le christianisme. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette question qui est insoluble est aussi une question cruciale. Si elle était insoluble et secondaire, ça ne paraît pas important. Mais c'est une question cruciale. Nous avons le plus grand besoin de savoir quelle religion remplacera le christianisme. Mais nous ne pouvons pas le savoir. Et nous ne le pouvons pas parce que nous n'avons pas de représentation cohérente de l'histoire. Nous n'en avons aucune. Crise de l'histoire. Pour paraphraser Chateaubriand, c'est la révolution comme le gouffre de toutes les histoires, toutes les représentations de l'histoire. Deux remarques pour terminer sur après la révolution. Des remarques qui sont plus prudentes, parce que je suis un peu moins sur mon terrain, et puis je pense que Paul Petitier aura tôt fait de les corriger. La question qui se pose après la Révolution, me semble, j'ai envie de la formuler très bêtement. Comment prendre en charge historiographiquement la Révolution française? Comment faire sa part à la Révolution dans l'histoire? Et si on essaye d'être plus précis, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit de trouver un chemin entre deux écueils. Le premier écueil, c'est celui de ce qu'on appelait à l'époque, depuis Condorcet, la perfectibilité indéfinie. La perfectibilité indéfinie, c'est un modèle dont la plupart des penseurs ne veulent pas, pour une raison très simple, c'est que la perfectibilité indéfinie, c'est-à-dire l'héritage des Lumières, comme son nom l'indique, perfectibilité indéfinie, c'est un terme qui interdit de finir la Révolution. Je vous en prie. Je suis professeur à l'université, donc je suis habitué. Ça fait partie du monde moderne, même dans la maison de Chateaubriand. J'étais donc en train de dire, mais je vous en prie, c'est une pause bienvenue. J'étais donc en train de dire qu'il y avait deux écueils. Le premier, c'est la perfectibilité indéfinie, parce que la perfectibilité indéfinie, c'est en réalité la perpétuation de la Révolution. Le problème de la plupart de ces gens-là, c'est comment finir la Révolution. Qui dit perfectibilité indéfinie, dit impossibilité de finir la Révolution. Donc on ne veut pas de la perfectibilité indéfinie. Et puis d'autre part, l'autre écueil symétrique, c'est celui de la vieille providence chrétienne, qui revient chez les contre-révolutionnaires
et dont le sens profond, c'est au fond, non pas de perpétuer la révolution, mais au contraire de l'annuler, faire comme si elle n'avait pas eu lieu, ou comme si elle était, je cite Joseph de Maistre, une épreuve sanglante d'où le christianisme doit sortir rajeuni, épuré. Autrement dit, il faut trouver un chemin entre Condorcet et Maistre. Trouver un chemin entre Condorcet et Maistre, ça se dit comment? Ça se dit, il faut réconcilier. Écrire une histoire qui réconcilie. En 1840, Augustin Thierry, qui écrit des considérations sur l'histoire de France qui sont absolument passionnantes, Augustin Thierry dit qu'il faut faire en sorte que, je cite, l'ancienne France et la France nouvelle, réconciliées sur le terrain de l'histoire, se donnassent fraternellement la main. Toute la question est de savoir comment faire pour arriver à ce noble but. Et je voudrais terminer par deux hypothèses qui sont très vagues, mais peut-être pas complètement inutiles. La première, c'est que cet impératif, réconcilier dans l'histoire l'ancienne France et la nouvelle, me semble conduire l'historiographie au XIXe siècle. Est-ce que ça vaut pour tout le monde? Certainement pas, mais ça doit marcher pour pas mal de gens, à mettre en avant deux choses, la continuité et l'écart. La continuité, pourquoi? C'est assez évident, la continuité en tant qu'elle a pour fonction de neutraliser la prétention révolutionnaire à la rupture, mais aussi de légitimer l'héritage révolutionnaire dans le respect de l'Ancien Régime. L'histoire continue, c'est l'histoire réconciliatrice. Continuité d'un côté, écart de l'autre. L'écart, c'est quelque chose à quoi on fait sans doute moins attention, mais ça signifie que désormais l'historien doit restituer le passé dans la distance qu'on entretient avec lui. Le passé en tant qu'il n'est pas le présent. Ça veut dire encore le passé dans son exactitude morale, institutionnelle, pourquoi pas folklorique. Pas de continuité sans distance, pas de distance sans continuité. Et je pense qu'ici, il faut beaucoup moins lire Les Martyrs, si vous me pardonnez de blasphémer ainsi, il faut moins lire Les Martyrs de Chateaubriand que Ivanhoe de Walter Scott. Parce que chez Walter Scott, on a un exemple tout à fait remarquable de continuité et d'écart. Walter Scott écrit tout le temps en disant « En ce temps-là, il n'existait pas encore la route qui va de tel point à tel point. » Si en revanche, on pourrait parler tout à l'heure des Martyrs, les Martyrs, c'est un livre extraordinaire, mais qui historicise et puis qui en même temps déhistoricise, enfin qui télescope les temps de manière très curieuse. Deuxième hypothèse, comment écrire de fait l'histoire dans sa continuité et en reconstituant le présent dans l'écart qu'il entretient avec le passé? J'aurais voulu retenir, non pas du tout des classes, enfin c'est pas une division en genre et espèce, mais des points de repère qui sont sûrement très insuffisants, mais qui tout de même, comme point de repère, peuvent peut-être éclairer un peu les choses. Le premier, vous le connaissez tous parce que tout lecteur de Chateaubriand le connaît, c'est ce qu'on pourrait appeler la civilisation chrétienne, le modèle de la civilisation chrétienne, le génie du christianisme. La thèse clé, la thèse fondamentale, c'est au fond montrer comment le christianisme, au lieu d'avoir empêché les Lumières, les a favorisés. Le christianisme n'a pas été un frein, il a été au contraire le vecteur de la civilisation. La civilisation est chrétienne. Alors chez Condorcet, la civilisation est par définition, chez Condorcet, anti-chrétienne. Elle n'a pu se développer qu'en combattant la superstition. Deuxième grand point de repère, c'est ce qu'on peut appeler, je crois, en prenant le terme avec un sens particulier, la philosophie de l'histoire. On vient de publier le cours de philosophie de Michelet qui paraît en 1828, les premières lignes du cours de philosophie de Michelet, c'est tout à fait frappant. Jusqu'ici, dit-il, on a eu tort, excusez-moi, je cite de mémoire, hein, jusqu'ici on a eu tort d'étudier, il y a ceux qui étudiaient les faits, les historiens, et de l'autre côté il y avait les philosophes. C'est une absurdité, dit Michelet, parce qu'on ne peut comprendre les faits que si on fait de la philosophie, et on ne peut faire de philosophie que si on connaît les faits. Donc le philosophe doit être historien, et l'historien philosophe. Et là, il y a, je crois, l'importation, c'est dans les années 1820 que ça se produit, l'importation d'un modèle qui vient d'Allemagne. C'est à ce moment-là qu'on traduit Herder, c'est à ce moment-là que Victor Cousin paraphrase Hegel de manière assez particulière à la Sorbonne. Il y a un modèle allemand qui consiste à chercher comment introduire un fil conducteur dans les faits désordonnés de l'histoire. Et le troisième point de repère que je prendrai, c'est, avec des guillemets bien sûr, l'histoire de France. L'histoire de France, et je reviendrai ici juste un instant à Augustin Thierry, même ouvrage de 1840, les considérations sur l'histoire de France, où Augustin Thierry critique ce qu'il appelle l'irruption de la philosophie désordonnée dans l'histoire, texte contre, en un sens, la philosophie de l'histoire, contre l'alliage intempérant de la philosophie de l'histoire, contre l'invasion de la philosophie sur le terrain historiographique,
Et au contraire, dit Augustin Thierry, il faut tenir bon sur le terrain de l'histoire de France, revenir à cette période trouble où des hordes de barbares sont arrivés, ont détruit l'Empire romain, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Terrain que Augustin Thierry, vous le savez sans doute, appelle lui-même le terrain de la lutte des classes. Il emploie l'expression, et Marx l'avait trouvé en partie chez lui. Donc revenir à une sorte de récit qui se rencontre dès le XVIe siècle, dont Augustin Thierry fait lui-même l'histoire, il fait l'histoire de l'histoire, qui est tout à fait remarquable. Et je pense que ces 3 points de repère ne sont pas, encore une fois, ne sont pas exhaustifs, mais permettraient peut-être d'éclairer un peu les diverses manières que le XIXe siècle a eu de prendre en charge la Révolution dans l'histoire. Et comme j'ai déjà été trop long, je m'arrête. Merci beaucoup pour ce panorama très vaste au bout du compte et qui montre de manière très, très frappante la manière dont la Révolution justement bouleverse les données et permet de repenser les choses de manière absolument différente, bouleverse les modèles et oblige à les repenser. Je vous laisse la parole et puis on part sur des questions ensuite. Entendu, je vais essayer d'être aussi raisonnable pour le temps que Bertrand Binoche. Je remercie moi aussi Bernard Degout et les présidents de la société Chateaubriand de nous avoir invités à parler dans ce lieu merveilleux avec ce temps en plus. Et je commence tout de suite donc, en enchaînant sur ce que vient de dire Bertrand Binoche. La Révolution française cristallise l'opposition entre 2 conceptions de l'histoire. Elle traduit en actes la conviction que l'homme peut devenir le sujet de son histoire et que la politique consiste à prendre les décisions qui transformeront les sociétés, sans égard à leur état antérieur, mais en fonction de ce que la raison, la justice et le droit indiquent. En retour, elle suscite une réfutation de la part des penseurs contre-révolutionnaires, pour lesquels l'histoire, loin de relever des actes humains, procède d'un plan divin qu'il serait à la fois illusoire et sacrilège d'imaginer modifier. L'événement révolutionnaire, par lequel les hommes ont prétendu se régénérer, signe de fait leur rechute dans l'état natif dégradé. Voyez le contraste. L'homme fait-il l'histoire? Est-il, selon la formule de Michelet, son propre Prométhée? La connaissance du passé peut-elle l'aider à mieux maîtriser les instruments d'action dont il dispose pour réorganiser la société? Ou bien est-il illusoire de chercher dans l'histoire d'autres régularités que la réitération infinie renvoyant à la nature invariante de l'homme? La connaissance du passé n'est-elle utile qu'à remettre sous les yeux des hommes le devoir de perpétuer l'ordre ancestral? Telle est l'opposition qui surplomberait le XIXe siècle en séparant penseurs héritiers de la Révolution et penseurs contre-révolutionnaires. Au cours du XIXe siècle, les vicissitudes politiques, mais aussi l'évolution de l'histoire, sa constitution en discipline, compliquent cette vision binaire et font apparaître des types de relations inédits, me semble-t-il, entre politique et histoire. Je voudrais donc tenter, pour amorcer la discussion, de suivre 4 façons de caractériser ces relations. Leur ancrage chronologique est parfois évident, mais parfois aussi fluctuant. Première piste, ce que j'appellerais l'histoire comme science de la politique. Et je m'appuierai pour commencer sur le livre récent d'Olivier Ritz intitulé « Les métaphores naturelles dans le débat sur la Révolution », qui étudie les premiers textes donc, consacrés à cet événement, qui sont quasiment contemporains du déclenchement de la Révolution. Or, ces textes montrent clairement une volonté donc, de construire, à partir de l'examen des événements contemporains, une science de la politique sur le modèle des sciences exactes ou des sciences naturelles. Les sociétés humaines et leur histoire sont connaissables, disent ces auteurs, et l'observation des lois qui les gouvernent permettra de fonder une science sur laquelle pourra s'appuyer l'ambition de faire de l'homme le sujet de son histoire. Je reviendrai moi aussi sur l'essai sur les révolutions de Chateaubriand, dont Olivier Ritz met en lumière cette inspiration. Les modèles mécanistes dans cet essai
sont ceux dont la présence est la plus visible, peut-être. Il s'agit de retrouver les lois simples et exactes qui permettent de rendre compte de tous les mouvements de l'histoire humaine. Cependant, je ne resterai pas là pour l'essai, et comme le disait Bertrand Binoche, il y a une forme de contradiction, et cette ambition de dégager les lois de l'histoire se heurte bientôt à des obstacles, une opacité fondamentale de l'histoire, qui fait que l'essai de Chateaubriand porte aussi une hésitation sur les rapports qui uniraient les sciences naturelles et la politique. Tantôt ils sont comparables, tantôt au contraire Chateaubriand voit une incompatibilité à faire passer les modèles des sciences exactes dans le domaine politique. Et l'évolution du discours de Chateaubriand sur son œuvre est elle aussi significative, puisque dans une brochure de 1812 publiée sur un prête-nom, sous un prête-nom, pas sûr, Chateaubriand soutient que montrer dans l'essai qu'il n'y a rien de nouveau en histoire, c'était faire perdre le goût des innovations, goût que je regarde, ajoutait-il, comme un des plus grands fléaux qui affligent l'Europe en ce moment. On le voit, on passe donc de l'idée qu'il s'agirait de repérer des régularités, donc des lois dans l'histoire, à la monotonie de la redite. La fin de la Révolution, de la République, le rétablissement de régimes conservateurs et autoritaires, le retour avec la restauration de cela même que la Révolution avait voulu effacer, contribuent à obscurcir la confiance dans l'action politique et dans l'intelligibilité de l'histoire. La théorie contre-révolutionnaire accentue de son côté l'idée d'une histoire chaotique et violente dont la seule leçon serait la terreur qu'elle inspire et le retour sous l'autorité sévère mais juste de la tradition. À partir de la Restauration se reconstruit un rapport de l'histoire et de la politique marqué par l'après-coup, le différé et le changement d'échelle. C'est la deuxième piste que je vais essayer de suivre. Même si, à l'époque de la Restauration, de nouvelles histoires de la Révolution, celle de Mignet, celle d'Adolphe Thiers, montrent que la réflexion sur l'histoire récente se poursuit, l'histoire se caractérise, du côté libéral, par l'appropriation d'une temporalité longue. L'école historique libérale se tourne vers le Moyen-Âge, ce bastion de la tradition, pour en construire une autre image, celle des luttes pour la liberté, ou même vers la période gallo-romaine, début d'un processus de civilisation qui conduira à la liberté des modernes. Si l'histoire a toujours des rapports avec les débats politiques contemporains, elle prépare moins désormais des moyens d'agir qu'elle ne met en œuvre un changement d'échelle pour penser autrement le politique. L'intelligibilité de l'histoire est réaffirmée face aux dénégations contre-révolutionnaires, mais donc une intelligibilité sur le long terme. Les cours de Guizot, comme l'histoire de la civilisation en Europe, montrent comment toutes les séquences de l'histoire contribuent successivement à l'élaboration de la civilisation et des libertés modernes. Augustin Thierry suggère le développement progressif de la bourgeoisie depuis l'époque des communes médiévales. Donc il y a une intelligibilité de l'histoire, mais la contrepartie de ce type de projection sur la longue durée est d'insister sur la lenteur des processus et de dépersonnaliser les agents des transformations. Davantage d'ailleurs chez Guizot que chez Thierry. D'une certaine manière, en montrant que la bourgeoisie n'atteint ses buts qu'au terme de 6 siècles, le combat commençant au XIIe siècle, l'histoire libérale adresse un message implicite aux classes populaires qu'elle sent piétiner derrière elle. En étirant le temps nécessaire pour que l'histoire devienne claire, il s'agit d'abord de réconforter, de remotiver ceux qui seraient découragés par la défaite immédiate de la Révolution. Combien de batailles perdues, mais aucune ne compromettra le succès de la guerre entamée. Et il s'agit d'autre part de calmer la dynamique révolutionnaire. Je cite ce que Montlosier écrivait déjà en 1796, « Il faut conserver les produits de la Révolution et non pas son mouvement. C'est la France révolutionnée qu'une politique sage peut vouloir conserver et non pas la France révolutionnaire. »
Propos auxquels fait écho une formule bien connue de Guizot sur les révolutions. Guizot disant « Les secousses qu'on appelle les révolutions sont bien moins le symptôme de ce qui commence que la déclaration de ce qui s'est passé. » Dans la mesure où les conquêtes politiques et sociales s'inscrivent dans la très longue durée, elles relèvent moins clairement de l'action humaine. Sans doute celle-ci n'y est-elle pas pour rien globalement, mais la présentation par Guizot de la marche de la civilisation est bien loin de l'image d'une nation prenant son sort en main et forgeant en quelques années une société nouvelle. Tout en plaidant pour le libéralisme, ce type d'histoire justifie aussi la marche réformiste, lentement réformiste, de celui-ci dans les domaines politiques et sociaux. L'histoire, moyen de quitter le mouvement révolutionnaire et de stabiliser les institutions, n'est plus le laboratoire du politicien, mais le belvédère de l'homme d'État et du philosophe, qui prend ses distances vis-à-vis de l'action immédiate. D'un point de vue pragmatique, l'histoire convient parfaitement aux périodes de creux d'une carrière politique. Ce qui est valable aussi bien pour Chateaubriand que pour Guizot, qui alternent l'une et l'autre activité. Elle permet de montrer qu'on prend de la hauteur, de relativiser les revers, de s'afficher comme l'homme des possibles, comme le dit Chateaubriand. De manière plus générale, cette nouvelle attitude fait primer dans l'histoire une certaine philosophie de la politique au lieu d'une philosophie de l'histoire. Elle va de pair avec un élargissement ou un approfondissement de la conception de la politique, montrant que celle-ci réclame, pour être pensée en profondeur, la prise en compte de dimensions supplémentaires, telles que la solidarité du théologique et du politique, pour des historiens comme Quinet et Michelet, comme l'infléchissement du politique par les structures de l'État chez Tocqueville, je parle d'une période ultérieure, ou bien encore par une anthropologie pessimiste chez Taine. Cette nouvelle histoire philosophique peut servir le conservatisme lorsque la présentation du processus historique amène à justifier toutes les victoires, justes ou injustes, tous les faits accomplis, ce que dénonce Edgar Quinet dans Philosophie de l'histoire de France en 1857. Mais elle peut aussi viser la réouverture des possibles, la recherche d'une émancipation plus authentique parce que consciente des obstacles cachés. Après donc cette deuxième piste qui était celle d'une histoire comme philosophie de la politique, j'aborde le troisième point que j'appellerais l'histoire comme critique de la politique. Donc cette troisième approche pourrait paraître au premier abord le résultat d'une prise de distance plus grande encore avec l'exercice de la politique, et comme le fruit d'une professionnalisation de l'histoire. En effet, elle apparaît nettement chez des historiens qui n'ont pas eu de carrière politique. Parce que beaucoup d'historiens du 19e ont eu une carrière politique parallèle, mais chez Augustin Thierry, Alexis Monteil, qui est moins connu, ou Jules Michelet, on a affaire à des historiens, de purs historiens, écrivant l'histoire. L'historien s'emploie, en décrivant une période, dans le cas de ses auteurs, à qualifier les formes politiques qui dominent celle-ci, dans le droit fil de ce qui a été amorcé au début du siècle par l'examen des rapports entre littérature, institutions et mœurs. Chaque régime produit ainsi un état moral et intellectuel qui manifeste des choix, des valeurs négatives ou positives. Ce faisant, sous son aspect le plus littéraire, la narration pittoresque chez Thierry, symbolique chez Michelet, l'histoire s'empare aussi de la question de la valeur des différentes formes politiques. C'est-à-dire qu'en retraçant la manière dont elles déterminent un style de vie historique, une vision du monde, l'historien donne au lecteur un moyen d'éprouver la valeur de ces formes politiques, d'éprouver son accord ou son désaccord avec la manière dont chacune d'elles institue de la valeur. Apparemment, donc, comme je le disais, il s'agit d'un degré d'éloignement supplémentaire de l'histoire vis-à-vis de l'action politique. Sensible dans les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry, dans lesquels justement Thierry peint l'allure chaotique et sanglante d'une période où la politique n'est que le moyen d'assouvir les passions individuelles, d'après lui. Thierry semble se contenter de souligner la nécessité d'un pouvoir intellectuel et spirituel représenté dans l'œuvre par l'évêque Grégoire de Tours,
de manière à construire un champ réellement politique. Mais cette critique de la politique, par son travail évaluatif même, peut avoir une dimension très directement engagée. Dans le camp républicain, sous le Second Empire, Michelet, imbriquant jugement esthétique et jugement éthique, analyse la monarchie absolue comme un style historique négatif et qualifie cette période à travers des thèmes existentiels dysphoriques, comme l'a montré Roland Barthes dans son ouvrage Michelet par lui-même. En reconstituant les modes de vie du passé, l'historien fait éprouver des rapports concrets à la liberté, à l'égalité, à l'expression de soi, aux sentiments communs ou à tout ce qui empêche cela, et c'est à travers cet exercice qu'il prétend toucher la sensibilité politique du public. J'en arrive à ma troisième et dernière piste, car le temps passe, dans laquelle je voudrais montrer donc comment, dans le fond, dans cet exercice même de critique de la politique, on n'est pas si éloigné que cela de quelque chose de beaucoup plus directement en rapport avec l'acte politique. En fait, la critique de la politique va conduire les historiens à revendiquer une forme de magistrature de l'histoire. C'est-à-dire en s'appuyant sur les émotions que suscite tel ou tel acte, telle ou telle décision politique du passé, l'histoire prétend exercer donc une magistrature et s'institue comme une instance collective supérieure à la politique, susceptible de ce fait d'exercer une pression et un contrôle sur elle. Donc à partir du moment où l'histoire revendique cette magistrature, de juger les actes passés de la politique, elle se rapproche fort du dernier point que je voudrais aborder, c'est-à-dire de se concevoir comme étant elle-même un acte politique. Écrire l'histoire, pour certains historiens du XIXe siècle, c'est contribuer à relancer celle-ci, c'est en partie faire l'histoire. L'exemple de la couvée d'histoire de la Révolution qui éclot en 1847 est trop connu pour que j'y insiste, mais la même année, Lamartine, Esquiros, Louis Blanc, Michelet, en publiant leurs histoires de la Révolution, ont tous le sentiment de participer activement au mouvement qui fait pression sur le régime de Juillet pour obtenir des réformes. L'histoire renoue ainsi avec le dessein de certains auteurs de la période de la Révolution, la première, pour qui l'écriture de l'histoire contemporaine visait, je cite deux historiens de l'époque, à jeter dans le cœur de leurs concitoyens quelques étincelles du feu sacré de l'amour de la liberté. Cette histoire, qui se conçoit comme une histoire acte, insiste sur la manière dont l'action collective peut permettre de s'arracher à l'emprise des structures et des conditionnements antérieurs. Elle amplifie et magnifie l'écriture de l'événement. Certaines positions sont sans doute plus favorables que d'autres à l'expérience de cette histoire acte. Celles dans lesquelles l'historien est directement en contact avec le public. Elles sont en effet susceptibles de doter œuvres et interventions, qui deviendront ensuite des œuvres, de l'aura de l'événement. Alors le premier cas, c'est celui de la presse. Et je pense que le fait qu'Augustin Thierry ait écrit pour la presse, et dans la presse ses Lettres sur l'histoire de France en 1820, contribue à faire de l'œuvre elle-même une intervention, un acte, un événement. Mais c'est aussi le cas de la chaire universitaire, qui, elle aussi, enveloppe la parole de l'historien de cette aura de l'événement. Je pense à la fois au cours de Guizot à la fin de la Restauration, et à ceux de Michelet et de Quinet dans les années 1840. Le cours est le berceau d'une conception de l'histoire fondée sur le nous, sur celui de cette relation qui fait considérer l'histoire comme une action collective susceptible de créer une rupture dans le cours de l'histoire. Donc le cours est le berceau d'une conception de l'histoire fondée sur un nous, que ce nous soit celui de la conscience politique dont Guizot, comme l'a montré Pierre Rosan-Vallon, souhaite doter la bourgeoisie, ou celui de la fusion révolutionnaire à laquelle aspirent les deux historiens démocrates du Collège de France, que sont Michelet et Quinet. Donc, aborder sous ces quatre angles les rapports de l'histoire et de la politique au XIXe siècle,
Histoire comme possibilité de créer une science de la politique, histoire comme philosophie de la politique, histoire comme critique de la politique, ou histoire comme acte politique, est fort loin d'épuiser le sujet et à quelque chose de schématique, j'en suis bien consciente. J'ai voulu montrer à travers eux qu'il n'y a pas au XIXe siècle une dérive univoque d'une histoire en prise directe sur l'actualité politique vers une histoire qui se constitue en métier, qui se professionnalise et qui se refroidit, qui serait forcément distanciée par rapport à celle-ci, mais donc une sorte de parcours fluctuant qui nous permettra, je l'espère, d'ouvrir la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, oui. On va dire le deux, ça va être- Merci beaucoup à tous les deux. Je vais donc commencer à poser quelques questions avant de laisser la parole à la salle. Bien que vous ayez déjà l'un et l'autre, justement en adoptant ces perspectives extrêmement larges, permis déjà de bien baliser les choses. Peut-être, du coup, on pourra rentrer davantage dans certains détails. Je me tourne d'abord vers vous, peut-être pour vous demander, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais quels sont, au bout du compte, les grands modèles, vous en avez parlé à propos de l'essai sur les révolutions de Chateaubriand, quels sont les grands modèles de représentation de l'histoire qui prévalent avant la Révolution ? Est-ce qu'il y en a ? Ou est-ce qu'il y a trop de diversité pour qu'on puisse justement synthétiser ? C'est quelque chose sur quoi je suis revenu récemment, et c'est pourquoi tout à l'heure j'insistais sur le fait que il me semble que les Lumières en général, et en particulier les Lumières quand elles parlent de l'histoire, doivent être essentiellement conçues comme une coalition. C'est-à-dire que le point fixe, c'est ce dont elles ne veulent pas. Mais je crois de plus en plus impossible. J'avais essayé. La question que vous me posez, je me la suis posée quand j'avais lu, après avoir lu un peu sous l'impact de l'ouvrage de François Hartog, qui a fait beaucoup parler, Régime d'historicité. Et puis, je me suis dit, bon, alors je vais essayer de recenser les régimes d'historicité, les types de temps historiques, des Lumières. Et je me suis aperçu que c'est absolument impossible. C'est un indéfini. Ouais. On peut très facilement, à mon avis, s'y retrouver si on renverse le problème en se demandant de quoi est-ce que ces gens-là ne veulent pas. Ouais. Qu'est-ce qui ne se trouve pas dans toutes ces façons d'écrire l'histoire. Mais si on cherche à les énumérer exhaustivement, on n'y arrive pas. Et même, à mon avis, à les classer en genre espèce, ça ne marche pas. On le voit, alors si je reviens simplement, on peut en parler très longtemps, hein, mais sans s'éterniser, le chapitre de Chateaubriand dont je parlais, c'est très étonnant. Oui. Il y a effectivement toutes sortes de choses. Alors il essaye de classer, il y a une espèce de classement qui est très artificiel. Première, si je me souviens bien, là, il y a deux grandes hypothèses. Première hypothèse, c'est une autre religion remplacerait le christianisme. Ça ne marche pas. Et deuxième hypothèse, ce sont les Lumières qui remplaceraient toute espèce de religion. Puis alors, à l'intérieur de ça, il juxtapose. C'est pas du tout articulé. Il juxtapose. Je disais tout à l'heure, par exemple, l'exemple. Est-ce qu'on n'a pas des exemples dans l'histoire ? L'historia magistra vitae, la perfectivité indéfinie, le cycle qui se reproduit indéfiniment, par exemple, le polythéisme qui reviendrait à nouveau. Après. Il envisage, il y a une sorte... On voit bien qu'il essaye d'être exhaustif, mais c'est tout à fait... C'est complètement chaotique. Enfin, et je pense qu'à votre question, il est foncièrement impossible de répondre. C'est pourquoi d'ailleurs je pense qu'il est absolument absurde de vouloir parler d'un régime d'historicité pré-révolutionnaire ou d'un régime d'historicité classique, etc. Ça n'existe pas. Ouais. Il y a des régimes d'historicité qui sont en concurrence. Mais si vous voulez, je pense que la question peut être très facilement actualisée, n'est-ce pas, en se posant la question comment aujourd'hui on se représente le cours historique des choses. Et si vous préférez, vous pouvez poser la question comment est-ce qu'on se l'a représenté en 1910, n'importe quand. Je pense que de toute façon, il y a toujours une multiplicité de représentations du cours historique qui sont concurrentes, qui sont conflictuelles, qui peuvent se trouver exactement chez le même auteur parce qu'elles peuvent répondre à des problèmes qui ne sont pas les mêmes, et vouloir considérer qu'il y a un régime d'historicité à une époque donnée, à mon avis, ça ne tient absolument pas la route.
Et quand vous disiez que donc, il faut le penser plutôt comme coalition et comme coalition contre la religion, est-ce qu'à l'époque on peut penser cette coalition comme un acte politique ou pas Ah oui. encore? Oui, si. Excusez-moi, je ne sais pas vraiment- ce que vous appelez un acte politique. Oui. Pour Ça savoir dépend si ce qu'on ça- met sous l'expression, Oui. parce que c'est pas. En tout cas, que la philosophie des Lumières se soit considérée comme fondamentalement critique et en tant que critique des institutions en général, et en particulier des institutions politiques, que la philosophie des Lumières ait été politique dans son essence, je veux dire. Ça me semble tout à fait exact. Mais je ne sais pas ce que vous mettiez derrière le terme politique. Donc, parce que Justement, ça c'était... dépend. Mais c'est pas... C'était en fait pour essayer de savoir si... Enfin, on ne parle pas exactement de la même chose, puisque là, c'est des philosophies de l'histoire, et là, on parlait avec Paul Petitier d'écriture de l'histoire. Mais si la pensée d'une écriture de l'histoire qui serait un acte politique naissait après la Révolution ou était déjà présent auparavant. Non, l'écriture de l'histoire avant la Révolution est une écriture extrêmement performative. Elle est extrêmement destructrice à beaucoup d'égards. Puisqu'elle a pour but, l'un de ses buts principaux, c'est quand même de pulvériser toutes ces superstitions qui encombrent, selon Voltaire notamment, le récit historique. Et puis elle a une fonction performative positive, dans la mesure où je parlais des faits utiles. Il s'agit bien d'écrire une histoire où on voit comment tel ou tel prince a pris telle ou telle mesure qui s'avère extrêmement positive, et on ferait bien de s'en inspirer, etc. Par exemple, Pierre Ier aussi. Donc ça, je pense pas. Je vois pas comment on pourrait poser une histoire qui aurait été non politique avant la Révolution, ou ensuite. Alors, que le rapport avec la politique soit complètement différent, Oui, oui, oui. que le rapport entre l'histoire et la philosophie soit complètement différent. Tout est différent si vous voulez, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'une absence de soucis politiques chez les historiens pré-révolutionnaires. Très bien. Alors, les premières histoires de la Révolution ont été écrites très peu de temps après les événements. Oui, bien Je sûr. peux quand même ajouter Oui, bien quelque sûr. chose. Au contraire. La question sur les modèles, évidemment, le terme de modèle est polysémique, mais au XIXe siècle, il y a tout de même de grandes... Comment dire, il y a tout de même de grands modèles qui s'imposent. Le modèle national, enfin le schème de la nation, pour reprendre la formule de Gauchet dans l'article de Marcel Gauchet dans l'article sur Thierry, est quand même le cadre, alors pour le coup, d'une histoire de la réconciliation, et directement en prise avec la politique, puisque quand Louis-Philippe monte sur le trône, justement, sa façon d'asseoir sa légitimité est de dire « je vais réconcilier en somme les Français derrière l'idée de la gloire de la nation qui dépasse les clivages politiques, d'où la galerie des batailles de Versailles qui est censée unir dans la célébration de la gloire nationale aussi bien les tenants de l'Ancien Régime que ceux des batailles de la Révolution. Donc il y a tout de même cette idée de la nation qui serait le cadre dans lequel on devrait faire de l'histoire, et faire une histoire qui est globalement conciliatrice ou réconciliatrice. À quoi tout de même s'oppose une conception complètement a priori différente que quelqu'un comme Augustin Thierry met aussi en place. Et la lecture que Marcel Gauchet fait de Thierry est d'une certaine manière polémique, puisqu'elle s'oppose à la lecture marxiste d'Augustin Thierry et de Guizot, qui voit dans l'histoire que commencent à écrire ces deux auteurs une histoire fondée sur le conflit. Puisqu'Augustin Thierry reprend l'idée qui était déjà présente dans l'histoire des Lumières chez Boulainvilliers, chez Mably, de ce que toute l'histoire de France s'expliquerait par le conflit qui résulte de la conquête la conquête en général par les Francs des Gallo-Romains, qui crée une différence de statut social et politique et qui va se perpétuer dans l'histoire, le conflit entre le tiers-état et les ordres dominants, ne faisant que prolonger et qu'inverser pendant la Révolution ce conflit primordial entre les Gallo-Romains asservis et les Francs dominants. Donc l'idée que le conflit serait le moteur de l'histoire va aussi traverser toute une partie de l'historiographie du XIXe siècle, en s'ajustant tant bien que mal à une représentation, elle, plutôt consensuelle de l'histoire nationale.
Puis enfin, il y aurait quand même un troisième, au XIXe siècle, troisième question qui anime l'écriture de l'histoire, ou la pensée de l'histoire aussi bien, hein. C'est celle du modèle progressiste, à la Condorcet, hein, d'une histoire qui conduit donc vers en tout cas sinon la perfectibilité infinie, du moins vers alors soit la réalisation de la nation, soit celle de la liberté, des libertés modernes, mais que le parcours chaotique de l'histoire du XIXe siècle oblige les plus optimistes à remettre constamment en jeu, hein, et faisant apparaître l'idée d'une répétition des catastrophes historiques, hein, qui s'opposerait à cette marche vers le progrès. Donc je pense qu'il y a aussi ces trois, je ne sais pas s'il faut dire modèles, ou en tout cas façon de penser l'histoire qui structure l'interrogation sur l'histoire et la politique au XIXe siècle. Donc cette idée d'une possible répétition de l'histoire que Marx va reprendre à un moment en disant que les événements historiques se produisent la première fois sous la forme d'une tragédie et la deuxième fois sous forme de farce, elle naît quand en réalité? Est-ce qu'on peut en repérer l'idée d'une conception cyclique et d'une répétition des événements Oh, ça, on peut décider, hein, parce que pour le coup... Comment? Ah si, il y a la phrase que... Non, mais la phrase, elle est au début du 18 Brumaire. Oui, Elle est bien connue. Oui. Elle est bien connue, mais Oui. l'histoire, elle est faite à sens polémique, si vous voulez. Bien sûr. Et Oui, c'est pour oui, vous avez moquer, raison, et se c'est pour moquer les des- auteurs oui. de la Révolution de 1848. Oui, mais Et il y a ça n'est pas une effectivement, conception. vous avez Ça n'est tout pas à une fait raison. conception C'est-à-dire que c'est surtout historique. pour dire qu'il ne peut pas y avoir de répétition, justement, puisque Oui, c'est ça. puisque la seconde C'est ça. référence est une phase. Et dans une pensée Oui, oui. de l'histoire qui est cachée Marx, qui est une pensée de l'histoire comme processus irréversible, il ne peut pas y avoir de répétition. Oui, Il peut y avoir des caricatures, mais il ne peut pas y avoir de répétition. Je pense que ce dont vous parlez, c'est soit le très vieux modèle toujours présent, que Cicéron formulait en parlant d'Historia Magistra Vitae, l'histoire comme répertoire d'exemples. L'histoire comme répertoire d'exemples, c'est souvent rencontré chez les auteurs classiques. Il faut connaître l'histoire, et surtout le prince doit connaître l'histoire, parce qu'en connaissant l'histoire, il étend son expérience biographique à celle de l'humanité, et il disposera, lorsque l'action le confrontera à tel ou tel problème, il disposera d'exemples qui coïncident et il saura comment réagir. Ça, c'est un très vieux modèle. Mais c'est pas exactement la même chose que de dire que Ça, l'histoire c'est la répétition. risque Là, il y a de de- la répétition. Et puis, il y a ce dont vous parlez qui est autre chose aussi, Voilà, qui c'est ça. est le cycle. Voilà, C'est-à-dire voilà, qu'il y a un cours historique des choses qui se répètent indéfiniment. Oui, C'est- et sous la forme d'une dégradation. Si Enfin, une dégradation, c'est pas un cycle. On ne parle pas de la même chose. Il y a quelqu'un dont vous n'avez pas parlé du tout, c'est Auguste Comte. On peut parler d'Auguste Parce Comte. que Auguste Comte, dans cette période, un petit peu dans le prolongement de Saint-Simon, donne une histoire où il y a trois étapes. L'âge théologique, l'âge métaphysique et l'âge positif. Et pour lui, on est au début, à l'orée de l'âge positif. Et l'âge des Lumières, c'est l'âge métaphysique qui est essentiellement négatif. Mais là où il y a une répétition chez Auguste Comte, c'est que la crise de l'âge théologique, la crise de l'âge métaphysique, au fond, obéissent à des lois semblables. À des lois semblables, et on a donc un passage entre l'âge théologique et l'âge métaphysique qui permet de comprendre ce que l'on vit actuellement dans le passage de l'âge métaphysique à l'âge positif. Et des Voilà. analogies, alors vous iriez Comment plutôt dans Alors ça, c'est dans le l'idée qu'il y cours aurait de des, philosophie ou des positive. homologies Et dans le cours entre les différentes époques historiques qui permettraient, par exemple comme Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, qui va parler de l'articulation Donc, entre le il est Moyen-Âge évident et la que ce sont, Renaissance. enfin, cette théorie des trois âges est une façon de donner un sens quand même à l'histoire, un développement, mais je dirais c'est la grande chevauchée, enfin, voilà. Le résultat est quand même très impressionnant. Hein. Ouais. C'est- Et puis, je suis quand même surpris de votre interprétation des Lumières
par l'absence de finalité. Ah ben, Où est-ce que vous mettez Kant? là, j'ai parlé des Lumières françaises. Alors, ça marche pas du tout si vous parlez des j'ai Bon, laissé... enfin, j'ai Kant laissé- est quand même... Si vous Non, prenez mais- les Lumières européennes, oui, le plus grand j'ai- philosophe, c'est quand même Kant. Alors ça, je vous laisse la responsabilité Oui. des hiérarchies. Moi, Oui, d'accord, d'accord. Moi, je ne crois pas au plus grand philosophe. Mais en Enfin, revanche, le plus significatif. je vous accorde tout à fait volontiers le fait que sur ce point, il y a des différences sensibles entre les Lumières et l'Aufklärung, que l'on traduit par Lumière, et qui n'est pas la même chose, et l'Enlightenment, que l'on traduit par Lumière, et qui n'est pas la même chose. J'ai parlé des Lumières françaises. Alors, si on parlait du rapport, et notamment en ce qui concerne l'histoire, du rapport entre histoire et philosophie en Allemagne, avant Kant même. Kant est déjà tardif. Hein. Les Allemands appellent ça la Spätaufklärung, les Lumières tardives. Là, on a un recyclage de la finalité dans le domaine historique qui est extrêmement particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la finalité dans l'histoire, mais c'est une finalité qui est totalement immanente. Et donc, on arrive à écrire une histoire finalisée sans Dieu. C'est quand même une histoire dont on peut expulser Dieu sans, tout en conservant la finalité. Les Français sont beaucoup plus radicaux, mais ça renvoie, je pense, fondamentalement au fait que le rapport à la religion n'est pas du tout le même en terre française et catholique et en terre allemande ou même en terre britannique. Hein, c'est beaucoup plus violent en France. C'est beaucoup plus violent. Je crois qu'on ne rappelle jamais assez, tout le monde le connaît, la fameuse devise de Voltaire, écraser l'infâme, mais à mon avis, c'est une véritable clé. Enfin, c'est quelque chose que les Allemands n'auraient pas dit. Il faut se rappeler que Diderot, quand il a traversé l'Europe en allant de France en Russie, a scandalisé tout le monde par ses propos sur la religion. Donc vous avez parfaitement raison, il y a beaucoup plus de finalité. Il y a toute une réflexion allemande sur la finalité qui consiste à lui faire une part. En France, je vais bien sûr très vite, mais notamment dans le domaine historique, il me semble qu'il s'agit vraiment de ne lui faire aucune part. Mais Voltaire n'est pas Kant, c'est sûr. Que Kant soit un plus grand philosophe. Dans quelle mesure est-ce que le rythme plutôt effréné et un peu chaotique de la vie politique au XIXe siècle influence les conceptions d'histoire qui se développent à ce moment-là ? Le rythme... Cet effet de bégaiement à certains moments, Ce qui est reprise. certain, c'est que chaque événement politique, enfin chaque régime politique modifie, oblige à réécrire et à repenser l'histoire. Pour reprendre l'exemple de la répétition, parce que si Marx ne voulait pas dire ça, en revanche, il y a des historiens français, donc Michelet qui naît, ou même je pense à Victor Hugo quand il écrit Napoléon le Petit. S'il y a Napoléon le Petit, c'est évidemment parce qu'il est aussi le bégaiement de Napoléon le Grand. Le Second Empire va causer un séisme dans la conception. Le Second Empire et l'échec de la Révolution de 1848 vont engager un profond travail de remodelage de la pensée historique, de critique de la Révolution française, de critique de la terreur, de rechercher justement qu'est-ce qui fait que la Révolution française a déraillé de manière à produire des régimes ensuite autoritaires, et qu'est-ce qui fait du coup que la Révolution de 48 elle-même a débouché sur un nouveau césarisme. Donc je crois qu'il y a à chaque fois le réenclenchement d'une réflexion sur l'histoire à chaque révolution qui marque le cours du siècle. C'est très sensible. Vous montrez que dans votre ouvrage La raison sans l'histoire, que la difficulté propre de l'historien tenait justement à cette matière, à l'ordonnancement de cette matière lacunaire qui est la sienne et dont il doit combler les vides en créant des liens. Comment est-ce qu'on pense la nature de ce lien au XIXe siècle, enfin au début du XIXe siècle? Et est-ce qu'on commence à soupçonner justement l'idée du fil conducteur que vous évoquiez tout à l'heure? La manière de le mettre en place. Je pense qu'il y a deux questions. Hein. Il y a une question technique, historiographique, sur laquelle j'ai pas grand-chose à dire, mais qui est très importante, qui est un thème qui apparaît, à ma connaissance, peut-être encore avant, qui apparaît dès le début du XVIIe siècle chez Bacon, et qui consiste à dire l'historien, c'est quelqu'un qui a affaire à des faits, et puis il lui manque des données. Et donc, le problème de l'historien, c'est de combler les blancs, de remplir les blancs.
Et ce remplissement ne peut se faire que sous forme d'hypothèse, de conjecture. Ça, c'est un certain problème. Je pense que ce dont vous parlez, c'est plutôt d'un autre problème qui ressemble, qui est celui du fil conducteur. C'était les deux questions que je vous ai posées. Le fil conducteur, je crois que c'est pas la même chose. C'est un thème qui apparaît très clairement. Et alors là, on va faire plaisir à l'un de nos auditeurs, parce que c'est celui qui formule ça le plus clairement, je crois, c'est Kant, en 1784, dans l'idée d'une histoire universelle, et qui dit, qui propose un certain couplage entre histoire et philosophie, qui est spécifiquement allemand, je crois, qui consiste à dire, cette fois-ci, au fond, d'un côté, il y a des historiens érudits qui ont une masse considérable de faits. Et puis, si on veut ordonner ça, il faut l'ordonner en introduisant un fil conducteur qui permettra d'exhiber la téléologie, la finalité, qui ordonne tout cela. Alors ça apparaît en Allemagne. Il me semble, mais Madame Petitier connaît ça beaucoup mieux que moi, il me semble que c'est quelque chose qui va se transférer en France avec retard dans les années 1820. Ces années tout à fait étonnantes où on traduit Vico, Michelet traduit Vico, Quinet traduit Herder, Cousin, Guizot, tous ces gens-là, me semble-t-il, s'approprient, alors en l'adaptant, en le transformant, etc., cette idée qu'il faut associer réflexion philosophique et réflexion historique sur ce modèle, c'est-à-dire l'idée étant que d'un côté, le champ propre de l'histoire, c'est des faits, et le champ philosophique, c'est le fil conducteur. Alors, ça peut se dire de diverses manières. Chez Guizot, il y a la grande opposition entre les faits et les idées, etc. Mais pour répondre à votre question, j'aurais tendance à penser, avec beaucoup d'hésitation, que c'est quelque chose qui apparaît dans les Lumières allemandes et qui va se trouver importé en France dans les années 1820. Pourquoi dans les années 1820, que d'ailleurs Augustin Thierry repère comme étant un moment important, je laisse parler ceux qui savent mieux que moi. Non, je trouve que vous avez dit ce qu'il fallait. Thierry, mais Thierry, en écho à ce que vous disiez tout à l'heure, Augustin Thierry dit les années 1820, il y a toute une série de grands, brillants esprits qui, voyant qu'ils étaient exclus de la politique, ont dû se sont repliés dans leur cabinet pour travailler et pour penser. Et c'est comme ça qu'il Cela dit, les années 1820 restent programmatiques. C'est-à-dire les grandes histoires de France, elles commencent vraiment à partir de 1830. Et c'est symptomatique de voir que les historiens donc, de la décennie 1820, qui sont, produisent des... Augustin Thierry n'a jamais écrit une histoire de France du début à la fin. Il problématise les choses, il sent le besoin de réécrire. Ah oui, mais c'est très tardif, c'est inachevé et il n'a jamais pu s'en sortir. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose de frappant de voir que le grand récit s'inscrit dans le cadre politique et historique de la monarchie de Juillet. Guizot quand même, non les cours sur l'histoire de la civilisation en France. Ah oui, les cours sur l'histoire de la civilisation en France, mais là encore, il ne dépasse pas c'est 27-28, mais il s'arrête au Moyen-Âge. Il s'arrête au Moyen-Âge. Il a fait une histoire de France à la fin de sa vie. Oui, mais à la fin de sa vie. Ah ben oui, mais c'est déjà pas mal. Hein. Non, mais ce que je voulais dire... Oui, non, je suis d'accord avec vous. Non, mais je voulais dire que chronologiquement, c'est la période de la Restauration qui est quand même centrée, parce que ce que Guizot écrit, la grande œuvre de Guizot à ce moment-là, c'est l'histoire de la Révolution d'Angleterre. Oui, bien sûr. Il y a malgré tout un tel poids de la pensée autour de la Révolution que... on a l'impression qu'ils ont du mal, malgré ce que j'ai dit, à en élargir le cours concrètement, même s'ils pensent qu'il faut élargir l'histoire en prenant en compte toute l'histoire. Concrètement, ils n'ont pas encore trouvé le moyen d'exposer une histoire dans la continuité. Et là, pour le coup, le modèle, en tout cas chez Michelet, ça va être le modèle de la personne. La France est une personne, et quasiment le modèle du moi. Ce qui va unifier l'histoire de France de Michelet, c'est de dire, je vais regarder comment se constitue la nation en sujet politique, comment elle accède à la majorité, pour reprendre des termes kantiens aussi. Comment apparaît petit à petit une conscience une conscience de la nation en tant que telle, et qui va mener la nation à prendre le pouvoir politique. Mais de toute façon, il y a toujours une difficulté à articuler histoire de France et histoire de la Révolution.
Je ne connais pas, enfin peut-être Henri Martin, j'ai pas vérifié avant de venir, mais je connais très peu d'histoires du 19e siècle qui réussissent à articuler en un tout harmonieux histoire de France et histoire de la Révolution. Il semblerait que l'histoire de la Révolution fasse éclater l'utopie de la continuité de l'histoire. Pour terminer justement sur cette idée de fil conducteur, il y a une autre manière de traiter le fil conducteur qui est de l'inventer et de le réinventer plus exactement, qui est donc d'écrire une uchronie. L'Uchronie, vous l'avez étudiée, elle naît en 1857 avec Charles Renouvier. Ah, on est avant. Elle naît avant. Vous voyez que En 1836 paraît une première uchronie de Louis Geoffroy. titrée Uchronie. Non, pas. C'est Mais qui est une uchronie, puisqu'il imagine que Napoléon n'a pas perdu la guerre de Russie contre la Russie, D'accord. et que du coup tout ce qui s'ensuit s'appelle Napoléon et la conquête du monde. D'accord. Et ça, écrire une uchronie, est-ce que c'est un acte politique à ce moment-là? Ah oui, bien sûr. Évidemment. Oui, bien entendu. Je veux dire, l'Uchronie, son principe, c'est aussi de dire que l'histoire. Enfin, ça peut paraître ridicule si on dit l'histoire aurait pu se passer autrement, parce que évidemment, on se dit si elle s'est passée comme ça, il y avait bien des raisons. Mais l'Uchronie, politiquement, elle souligne le fait qu'elle se rattacherait à mon histoire acte, mon quatrième point, savoir qu'elle montre aussi que l'histoire est liée à des engagements et des responsabilités à la fois collectives et individuelles, et que à chaque fois on est devant des possibles et qu'on n'est pas dans l'histoire fatalité telle que Mignet, Thiers l'ont conçue pour des raisons politiques aussi, et telle que Tocqueville la dénonce dans De la démocratie en Amérique, en disant regardez, la démocratie produit des historiens qui vous montrent comment les choses, qui insistent sur la force des choses, la fatalité, qui dépersonnalisent l'histoire, alors que l'histoire c'est aussi, selon un modèle chez Tocqueville aristocratique, fondé sur l'idée que la liberté est la caractéristique des sociétés aristocratiques, l'histoire c'est aussi l'exercice plein des responsabilités de chaque acteur devant l'événement. Et donc je pense que l'Uchronie, oui, se rattache à une vision pleinement politique de l'histoire. Il y a une question qui me fera beaucoup réfléchir, en train de réfléchir dans un autre cadre. C'est de quelle révolution s'agit-il? Parce que, à l'évidence, pour vous, c'est la Révolution française. Mais quand on y réfléchit, il se passe à la même époque une révolution qui, en un sens, est beaucoup plus importante que la Révolution française, qui a débordé sur beaucoup d'autres territoires, et même sur des pays, puisqu'elle est même née dans des pays qui ont combattu la Révolution française, c'est-à-dire la Révolution industrielle et la création de la société industrielle. Bon, la Révolution industrielle, vous le savez, elle est née dans les années 1760-70 en Angleterre, un petit peu après en France. Elle est retardée en France par la Révolution et l'Empire, puis elle reprend après, avec un décalage d'ailleurs que l'économie française n'a jamais rattrapé, sauf au XXe siècle. Mais en tous les cas, elle gagne tous les pays, progressivement, l'Allemagne, les autres, et elle devient un sujet de l'histoire qu'assez tard. Le terme d'Industrial Revolution vient d'un cours de Toynbee, d'Arnold, l'oncle du célèbre Toynbee, en 1880 à Oxford. Il y a eu quelques ouvrages, enfin avant, il y a des livres, et puis bien sûr, on peut songer à la grande fresque de Marx dans le Manifeste, qui est d'ailleurs, qui reprend des textes qui viennent d'ailleurs. Je crois que le premier qui prononce chez nous le terme de société industrielle, c'est Augustin Thierry en tant que rédacteur de l'Industrie de Saint-Simon en 1817. Il y a un passage qui est tout à fait remarquable et qui est d'Augustin Thierry. Après, Auguste II, qui sera le deuxième secrétaire de Saint-Simon, reprendra et développera ces thèmes. Mais bon, il y a des historiens comme Adolphe Blanqui, le frère du révolutionnaire, qui, dans des cours de 1835, développera aussi ça. Mais ça ne donne pas lieu à de grandes œuvres historiques. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle,
enfin Paul Mantoux et d'autres, avant qu'on ait vraiment... Or, ça, en fait, c'est une révolution, quand on y réfléchit, infiniment plus importante que la Révolution française. Si on se situe aujourd'hui, nous sommes les héritiers de la révolution industrielle, beaucoup plus que de la révolution française. Et en quoi différons-nous des Allemands ou des Anglais ou des Américains qui n'ont pas connu la révolution française, de ce point de vue-là? Donc je crois qu'il faut... C'est ça qui me frappe, qu'au fond, la conscience historique n'en prenne si tardivement conscience. Monsieur, Je vais vous poser une question. Vous avez employé plusieurs fois le terme de répétition. Alors, on dit que la langue française est très riche, mais pour moi, il y a deux sens à répétition. Le sens où on prépare, on répète une pièce de théâtre. Et puis il y a répétition où on dit la même chose, où on fait la même chose. Et quand vous parlez de répétition de l'histoire, de quel sens vous... Tous les deux, et puis monsieur aussi, vous avez employé ce terme. Je l'ai employé au sens de redite, au sens Redite. de réitération. Oui, moi de même. C'est pour le professeur Binoche. Vous avez parlé au début de votre propos de providence et de finalité. Alors, quel est le sens de la finalité? C'est une finalité voulue? C'est une finalité hasardeuse? J'en ai parlé au sens très simple où Bossuet, discours sur l'histoire universelle, ce qu'on appelait le conseil divin, c'est-à-dire le fait que Dieu, ce qui se produit dans l'histoire, accomplit une volonté qui est la volonté divine. La providence, c'est le gouvernement divin des choses. Mais la finalité dans ce cas-là... Eh bien, finalité, parce que Dieu a une fin. Ce qui se produit dans l'histoire répond à une fin, Oui, qui est la fin de Dieu. mais l'homme, qu'est-ce qu'il est là-dedans? Ah ben, l'homme, il accomplit ce que Dieu veut. C'est lié à la notion de cause finale. Merci. S'il y a finalité, il y a cause finale. Selon Aristote. monsieur. S'il vous plaît. Quand nous sommes en train de débattre là, sur la signification de l'histoire et comment le 19e siècle essaie d'interpréter les événements, la signification de l'histoire. Est-ce qu'on On n'entend rien. Bon, je vais ressortir ma grosse voix. Donc, là nous sommes en train de converser, d'échanger sur la finalité de l'histoire, peut-être ressentie par le 19e siècle. Comment le 19e a appréhendé l'histoire. Est-ce que cela ne se retrouve pas aussi, c'est toute la problématique, en particulier dans l'architecture du 19e, où on a une architecture qui se cherche. On peut dire que jusqu'au 18e siècle, les gens vivent dans le style de leur époque, alors que le 19e ne cesse toujours de renvoyer à des modèles passés. Et je dirais que le modèle peut-être le plus archétypal, c'est celui de la gare. Je vais prendre un exemple, c'est la gare Saint-Lazare à Paris. Vous êtes devant, vous avez une façade néo-renaissance, avec de la pierre, avec des ardoises, donc quelque chose de très traditionnel, qui se réfère à un passé assez glorieux pour la France, alors qu'à l'intérieur, vous avez quelque chose qui correspond tout à fait à la technologie moderne du 19e, qui est l'architecture de métal, mais qu'on dissimule depuis la rue. Et on trouve toute cette dichotomie, savoir est-ce que l'histoire est progression ou redite, et en même temps, peut-être à cause de la Révolution, et je pense que certes la Révolution industrielle est importante, nous sommes les héritiers de la Révolution industrielle, mais nous sommes aussi avant tout les héritiers de la Révolution française. C'est peut-être, justement, que la Révolution française a beaucoup été vue comme une rupture. Et on a l'impression qu'après, le 19e se cherche dans les époques pré-révolutionnaires, comme s'il voulait se rassurer, peut-être pour avancer. Parce qu'en même temps, c'est celle des grandes technologies. J'espère ne pas être trop confus dans mon discours. Non, pas du tout. Non, mais effectivement, l'éclectisme architectural du 19e siècle est un symptôme de son rapport à l'histoire. Il y a le palais de justice de Bruxelles aussi, qui est un exemple assez monstrueux de cette manière de réunir dans le même bâtiment style mésopotamien, grec, classique, Renaissance. Ça frappait, ou le néo-gothique qui envahit l'architecture religieuse du 19e. Et on pourrait dire dans le fond que le 19e n'assume la révolution architecturale qu'à partir du moment où Eiffel va enfin exhiber la structure métallique qui devient consubstantielle au bâtiment lui-même. Mais le
style éclectique architectural témoigne dans le fond, il consonne avec l'éclectisme philosophique, puisqu'au XIXe siècle, je n'avance là. Avancez-vous. Mais la philosophie du XIXe va dire qu'il n'y a pas de salut hors de l'histoire de la philosophie et de la tentative par la philosophie, chez Victor Cousin, de faire la synthèse, le syncrétisme entre des courants apparemment inconciliables, différents. Donc il y a ce rapport à l'histoire placé toujours sous le signe de la recherche de la synthèse, avant peut-être de basculer dans ce qu'on a appelé la modernité, c'est-à-dire le fait d'assumer la nouveauté, le caractère novateur du siècle dans tous les domaines. Il est même tout à fait, madame, extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu la fameuse exposition sur le Second Empire au musée d'Orsay, où on évoque les grandes expositions industrielles, et effectivement, on met l'industrie, la technique industrielle au service de l'art. On produit des choses en série, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toujours une référence au style Louis XVI, l'impératrice Eugénie adorait ça, ça s'appelle le Louis XVI impératrice, ou à la Renaissance, et on ne crée pas de forme complètement libérée du passé, alors qu'on utilise des techniques que les hommes, à l'époque desquels on fait référence, au XVIe ou XVIIIe siècle, a fortiori, ne connaissaient pas. Et c'est vrai que c'est toute la dichotomie de cette époque, et c'est ce qui fait sa richesse d'ailleurs. D'autres questions? Et c'est universel, hein, parce que ça se passe. C'est vrai aussi bien en Autriche qu'en Angleterre, qu'en France, qu'en Belgique. Oui, monsieur. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'on appelle les coups durs. Je veux dire, la mort de Rabin. Le fait que le général de Gaulle n'ait pas été assassiné. Ben oui, non mais voilà des événements qui s'inscrivent dans une histoire précise, qui se déroule. Et puis toc, tout est bouleversé. Donc, il y a toujours une prudence à analyser l'histoire, qui est pour moi bien plus une question de progrès des mentalités lentes qu'une... je veux dire, je ne crois pas beaucoup à ces caractères inéluctables des choses qui se préparent. Non mais vous dites ça en me regardant, mais... Cher monsieur, je vais vous dire, non mais je vais vous dire, je ne vous vois pas. Je vois mal quand je regarde devant moi, n'est-ce pas? Très bien. Mais, en tout cas, je peux vous rassurer, je n'y crois pas non plus beaucoup. J'ai pas bien compris en quoi le non-assassinat de Charles de Gaulle était un coup dur, mais pour le reste... Non, je veux pas dire ça. Je veux simplement dire qu'une politique engagée et qui a abouti, notamment sur la voie industrielle du développement de la France, aura été peut-être totalement remise en question s'il avait été tué. Ah, alors on revient sur le terrain de l'Uchronie et je laisse la parole à Paul Petit. Je ne peux guère que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'Uchronie. C'est vrai qu'il y a un rôle des impondérables, des événements. Oui, il est vrai aussi, pour revenir sur le terrain sur lequel se plaçait monsieur, qu'il y a aussi, si on regarde le cas de la révolution industrielle, il y a aussi des tendances lourdes qui déterminent les choses, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan des mentalités ou sur le plan des deux combinés. Je pense que ça doit être possible. Donc on ne peut à la fois que vous donner raison et que dire que c'est une des façons de penser l'histoire, que ce n'est pas la seule. Et que nos auteurs, tout en étant effectivement extrêmement sensibles au plan du politique, enfin tout en s'interrogeant sur la politique comme puissance de transformation du monde et des sociétés, vont aussi, amorcent la voie d'une histoire économique, d'une histoire des mentalités religieuses, dont ils n'ont peut-être pas tout à fait au XIXe siècle encore les moyens de la faire. C'est-à-dire que pour faire ce type d'histoire économique ou des mentalités, il va falloir que des sciences auxiliaires de l'histoire, que des dépouillements d'archives
cumulatif, forcément, apporte des matériaux qui ne sont peut-être pas encore disponibles au moment où les auteurs, mais je dirais Voltaire, dans l'essai sur les mœurs, sont déjà conscients que c'est important et que c'est peut-être déjà une manière de penser l'histoire autrement que par les événements politiques. Mais donc, je dirais matériellement, il faut le temps que les instruments, pour penser cette histoire, se mettent en place. Je ne sais pas si j'ai apporté... Je crois qu'au XIXe siècle, assez tôt, vous avez... se développent au fond deux disciplines ou deux domaines de pensée qui sont d'une part l'histoire proprement dite, et c'est la dynamique, la diachronie, et puis deuxièmement la sociologie, qui est une analyse plus statique, de statique comparée, statique. Et là, de ce point de vue, l'auteur qui a le plus influencé Auguste Comte, c'est assez intéressant. C'est quelqu'un, c'est reconnu d'ailleurs, il était déjà reconnu par Brunswick et puis par Coiré, c'est Bonald. C'est chez Bonald que Auguste Comte a trouvé une idée qu'il a ensuite donné une beaucoup plus grande développement. Et aujourd'hui, un historien de la sociologie comme Lisbeth, par exemple, reconnaît, le note bien. Donc il y a quand même deux disciplines qui vont converger seulement à la fin avec l'école des Annales, ça c'est au XXe siècle, mais auparavant, dès la fin quand même du XIXe siècle. Mais il y a deux domaines scientifiques. Et puis alors, l'Uchronie, ça disons un point qui est assez amusant, c'est chez les Américains, vous savez, les analyses contrefactuelles. Oui. Contrefactuelles. Oui, pareil, le chemin de fer. Oui, le grand exemple, c'est que serait-il passé dans le développement des États-Unis s'il n'y avait pas eu de chemin de fer et si tous les transports avaient dû se faire par des convois avec des chevaux et des poneys, comme on en voit dans les westerns. Les Indiens auraient gagné. Comme on en voit dans les westerns. Et alors il a fait des calculs montrant que, certes, ça aurait un peu freiné le développement de l'Ouest, mais au fond, pas tellement plus que ça. Ça aurait coûté 10% ou 15% de plus, ce qui n'est pas en soi parfaitement absorbable par une économie dynamique. Donc ça, c'est un peu l'Uchronie avec des modèles... Oui. Oui, vous avez montré tout de suite que les premiers historiens professionnels avaient tenté d'organiser les faits et avaient sans doute un petit peu de mal en raison du manque, comme vous le disiez, Bertrand Binoche. Mais moi, je songeais à une page de Hugo, un chapitre très connu, intitulé 1817, où Hugo s'improvise historien. Enfin, de toute façon, tous les romanciers sont historiens au XIXe siècle, mais est pris plutôt d'une sorte de vertige devant l'excès de faits, non pas le manque de faits. Donc je ne sais pas est-ce que les historiens que vous avez regardés de près sont eux aussi parfois pris de vertige face à une documentation qui ne cesse de grossir, notamment avec parce que dans cette page 1817, tout simplement, Hugo prend la presse et regarde toutes les petites choses qui se passent. Donc on a l'histoire sociale, l'histoire industrielle, l'histoire factuelle, politique, etc. Et tout ça se mélange, forme une sorte de grand chaos et on peut pas organiser. Enfin, c'est ça l'idée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez l'historien, ce type de vertige? Le vertige devant l'abondance des faits, je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit. Après, il y a deux questions. Il y avait donc cette idée d'une espèce d'approche dans une synchronie totale, qui est celle de ce chapitre des Misérables, c'est-à-dire il se passait ceci, cela en 1817. Il dit c'est de ça aussi qu'est fait l'histoire. C'est de cela aussi qu'est fait l'histoire. Oui, non mais je veux dire, oui, d'accord. Il y a l'idée dans la question que tu posais de ce sentiment de vertige devant la multiplicité des faits, puis d'autre part, il y a celle d'articuler les différents types de domaines. Donc comment est-ce qu'on articule l'histoire économique, l'histoire religieuse, l'histoire politique, la diplomatie, etc., sociale, juridique, etc., esthétique, l'histoire des arts. Ça, chez Michelet, par exemple, il y a des réflexions sur cela et sur le fait que l'historien doit essayer de trouver un foyer, un point de vue qui lui permette non pas de traiter ça par chapitres successifs, mais justement en montrant
la manière dont ces domaines s'interpénètrent. Et peut-être dont chaque époque pourrait se caractériser par la prédominance de tel ou tel domaine. C'est-à-dire comment, par exemple, à la fin du Moyen-Âge, le domaine économique va l'emporter sur une dynamique religieuse qui avait été celle du temps des croisades, et comment le commerce entre l'Angleterre et la Flandre va pouvoir expliquer le déclenchement de la guerre de 100 ans, plus peut-être que les querelles politiques à propos de la suzeraineté du roi de France sur le roi d'Angleterre. Donc il y a cette idée peut-être de chercher, mais l'historien est bien obligé donc de dépasser le chaos des faits que le romancier peut jeter comme ça à travers la superbe de son style à la tête du lecteur, en trouvant des modèles d'exposition qui parfois vont passer chez Michelet par le symbole, c'est-à-dire tel fait, tel événement va servir à polariser la multiplicité des faits que l'historien reconnaît bien être un obstacle à la continuité de l'histoire. Et pour le coup, on va avoir une histoire qui va plus, autonomiser les époques, c'est-à-dire parce que trouver un fil dans l'histoire, ça demande un sérieux élagage, si on veut maintenir la continuité. Donc, un autre, du point de vue de l'écriture de l'histoire, une autre tension va être entre la description d'époque, on va faire un tableau de certaines époques, et certains auteurs se contentent de ça, on va faire un tableau de la Renaissance, qui va permettre d'accentuer justement les rapports entre les différents domaines, ou bien au contraire on va choisir une voie, une piste, et puis on va foncer sur la piste linéaire. Et tout le problème étant, pour ceux qui veulent écrire des histoires de longue durée, d'articuler les deux approches et de doser ce qu'il faut dans la hiérarchie de l'articulation. J'ajouterais volontiers que ce problème me semble être apparu, là encore, il faudrait tenir compte des transformations, mais il y a toute une historiographie écossaise, spécifiquement écossaise, qui apparaît dans les années 1760, qui va se poursuivre après. Je pense au tableau de l'Europe sous Charles Quint, par William Robertson, et qui se caractérise essentiellement par le fait que ce qu'il s'agit de faire, c'est de montrer comment les différentes institutions d'un corps politique sont liées, par exemple les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports entre les maîtres et les domestiques, les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, les rapports de commerce, comment tout cela est lié et comment alors ça, Montesquieu l'avait déjà montré, mais comment l'idée nouvelle, c'est que comme toutes ces institutions sont liées, leur transformation est corrélative. Alors ça, c'est quelque chose qui apparaît dans les années 1760, mais qui va avoir toute une sorte d'histoire, enfin j'allais dire souterraine, je ne sais pas du tout si elle est souterraine, mais une sorte d'histoire qui va traverser le 19e siècle. C'est un modèle, enfin un schème qui va continuer d'exister et que vous retrouvez dans la préface au Capital de Marx 1867, où il retrouve cette idée qu'au fond, toute société qui se développe doit nécessairement se développer dans un certain ordre, et cet ordre, c'est la corrélation entre les domaines juridiques, les domaines commerciaux, etc. C'est la même chose que chez Michelet, sûrement. J'ajoute une toute petite chose avant, c'est qu'au bout du compte, il y a deux principes d'intelligibilité de l'histoire concurrents. L'un qui expliquerait la diversité des faits en construisant un système. Par exemple, Taine qui dit entre une charmille de Versailles, une pièce de Racine, un fauteuil de l'époque de Louis XIV, il y a une unité d'esprit. Mais ce que vous retrouvez chez Foucault avec l'idée d'une épistémée d'époque qui permet de dire qu'effectivement, entre un rapport de police et... il y a donc une épistémée commune, donc c'est l'histoire qui explique la cohérence d'une époque à travers un système dans lequel tous les domaines se répondent, mais du coup ça devient très difficile de penser le passage d'un système à l'autre, d'une époque à l'autre, et on fait un peu l'impasse sur cette transformation, sauf que dans ce que Bertrand Binoche disait, il y avait une pensée du passage. Oui. Ou alors donc une histoire qui, se focalisant sur les passages, les transformations, les révolutions, va se concentrer sur l'explication de la transformation, de l'évolution. Mais est-ce que ces explications ne reviennent pas à un récit ?
tandis que l'accent mis justement sur ce que vous appelez l'épistémie. Oui, le système. L'épistémie. Voilà. C'est-à-dire cette façon de voir la corrélation entre les événements tout autour d'une société et puis comment ça se prolonge dans le temps. Là, il me semble qu'il y a vraiment une œuvre d'histoire et non plus de récit historique. Parce que la plupart du temps, dans la façon dont l'histoire a été conçue, elle s'est exprimée comme un récit, qui peut être très complexe, mais néanmoins c'est un récit. Alors que cet effort qui consiste à voir comment tous ces aspects de la société, au fur et à mesure du temps, évoluent, y compris avec, bon, c'est pas la même évolution, justement, c'est pas du tout linéaire. Là, je trouve qu'on est davantage dans l'intelligence du passé, et qui permet aussi peut-être un peu celle du présent. L'avantage du récit, c'est de rendre compte, d'essayer de rendre compte de l'expérience que les hommes peuvent faire de l'événement. Oui, d'une représentation, mais je trouve que... Pas seulement d'une représentation, mais d'une situation dans laquelle on a agi. Oui, une explication. Est-ce qu'il faut appeler ça une explication? Pas forcément, mais en tout cas de replacer dans le cadre dans lequel justement des acteurs humains de l'histoire ont eu à prendre des décisions et à engager des responsabilités. C'était juste pour défendre un peu le récit. Mais oui, je comprends bien, et je ne m'y oppose pas. Au XVIIIe siècle, Voltaire, dans le siècle de Louis XIV, veut faire une histoire un peu globale, puisque non seulement il décrit les événements du siècle, enfin des événements politiques, les conquêtes, mais aussi les problèmes religieux, puis ensuite il étudie les écrivains, les questions artistiques, c'est un peu des chapitres, comme vous le savez, juxtaposés, mais néanmoins il y a l'idée que tout ceci fait un système, et au fond, et qu'il y a une époque qui est dominée d'ailleurs par la personnalité de Louis XIV. Je réponds sur le XVIIIe siècle. Oui, non, mais il y a plusieurs choses. Ce qui est frappant chez Voltaire, c'est le fait qu'il y a une assistance considérable apportée à toute une série de phénomènes qui, jusque-là, n'étaient pas historiquement pris en charge. Par exemple, le domaine des lettres, par exemple, le domaine du commerce. C'est ce à quoi j'ai fait allusion au début tout à l'heure quand je parlais du fait que pour ces gens-là, il s'agit d'une part de trier les vrais faits des fables et d'autre part de ne conserver... Parmi les vrais faits, il y a plein de vrais faits, des faits qui sont tout à fait vrais mais qui n'ont aucun intérêt. Ça n'a pas grand intérêt de savoir, dit Voltaire, si X a été assassiné tel jour ou plutôt que tel autre jour, etc. C'est beaucoup plus intéressant de savoir pourquoi le commerce hollandais est si enrichissant. Donc ça, je pense que c'est pourquoi d'ailleurs sa plus grande, en termes de pages, hein, ma formule n'est pas qualitative. La plus grande œuvre historique de Voltaire s'appelle Essai sur les mœurs. C'est un essai sur les mœurs. Et dans mœurs, il faut mettre aussi bien le commerce que la culture. Alors c'est évidemment très polémique, ça veut dire... C'est une histoire mondiale, l'essai sur les mœurs. Et c'est la réponse à Bossuet. Bossuet écrit un discours sur l'histoire universelle et Voltaire dit elle n'est pas du tout universelle puisqu'il est question essentiellement des Juifs et des Romains. Moi, je vais écrire une histoire vraiment universelle où il sera question des Indiens d'Amérique, des Japonais, de tout le monde. Et contre Bossuet, qui s'arrêtait à Charlemagne, Voltaire dit moi je vais commencer à Charlemagne et puis je vais ramasser en un petit texte d'une centaine de pages qu'il appelle précisément philosophie de l'histoire, c'est là qu'apparaît l'expression. Je vais ramasser en une petite centaine de pages très désinvoltes ce qui constituait l'histoire universelle de Bossuet, le discours sur l'histoire universelle, qui se trouve réduit à très peu de choses, et c'est toute la suite qui prend de l'importance. Et donc il y a un problème de scansion chronologique, et il y a un problème de champ, puisque, comme vous le disiez... Alors, cela dit, il faut faire attention que... Là, j'ai pas le texte, sincèrement, je n'ai pas le texte suffisamment en tête. Et vous disiez, sans doute à juste titre, hein, mais vous disiez chapitre juxtaposé, il faudrait se demander... Chez Voltaire. Oui, j'ai chez compris. Voltaire, non, mais dans le siècle de Louis XIV. Du siècle de Louis XIV. Non, mais j'entends bien. Mais je pense qu'il faudrait effectivement voir comment concrètement se trouve
associé, je pourrais prendre le terme le plus neutre possible, je ne dis pas articulé, se trouve associé justement ces différents champs. En tout cas, je crois qu'on est loin ici de cette idée qui apparaît plus tard, auquel je faisais allusion et que retrouve Petitier au siècle suivant, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une liaison, une corrélation, une indissociabilité des institutions si éloignées qu'elles paraissent les unes des autres. Ça c'est Montesquieu. C'est Montesquieu qui dit, ça peut, le plus petit détail, par exemple la longueur de la chevelure, n'est-ce pas, est lié au mode de gouvernement. Tout est lié. Tout est lié. Alors simplement chez Montesquieu, vous parliez de statique, c'est synchronique chez Montesquieu. Et le coup de génie des penseurs écossais, c'est de dire, il a raison, mais on peut transformer ça en l'étude d'une dynamique. C'est-à-dire qu'on peut montrer à la fois la corrélation et le changement de la corrélation. Parce que si tout est lié, ça veut dire que quand on change quelque chose, on changera autre chose. Et que si on change le mode de gouvernement, alors les rapports domestiques entre les hommes et les femmes changeront. Et que le mode de subsistance, le fait qu'on se nourrisse en pêchant ou au contraire en cultivant le sol, ça aussi, ça doit changer. Donc c'est l'étude dynamique des corrélations ça c'est un coup de génie et ça va avoir une postérité tout à fait considérable. Chez Voltaire, ce que j'ai trouvé assez génial, c'est dans l'essai sur les mœurs, par exemple quand il parle de l'Empire ottoman. C'est beaucoup plus profond que ce qu'il y a dans l'esprit des lois, Montesquieu. Et c'est de ce point de vue, la liaison est parfaitement faite entre les institutions religieuses, les institutions économiques et la politique. Ça, c'est tout à fait remarquable. Mais vous voyez, à propos d'un petit continent, enfin, ou d'un petit domaine, enfin, par rapport dans la taille du livre, qui est l'Empire ottoman, qui fascine beaucoup Voltaire et sur lequel on a déjà pas mal de documentation. Quand Voltaire écrit sur l'Empire ottoman, il écrit contre Montesquieu. Hein. C'est pour dire justement que ça n'est surtout pas un empire despotique, etc. Donc, tout ce qu'il écrit sur l'Empire ottoman est très 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 polémique. On arrête là peut-être. Les gens ont chaud, ils sont fatigués, il faut les laisser tranquilles. Merci beaucoup à vous. Merci aux deux intervenants. Et donc, rendez-vous le 1er juin pour la seconde séance de ces rencontres débats. Et c'est vous qui continuerez? Non, non, ce sera quelqu'un d'autre. Ça va être... Exactement.